Alors après la flambée des tarifs du gaz et de l'électricité, à 6 mois de la présidentielle, ce sont désormais les prix de l'alimentation que le gouvernement surveille, on va dire comme le lait sur le feu. Le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français dans toutes les enquêtes d'opinion. Et même si la journée de mobilisation de l'intersyndicale n'a pas été extrêmement suivie, la vie chère reste totalement inflammable pour le gouvernement. On en parle avec Guénaëlle Gau, qui est directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation. Vous êtes sociologue et spécialiste des mutations de la société et de la consommation. Valérie Gomez-Bassac est-elle députée La République En Marche du département du Var et porte-parole à l'Assemblée nationale. Benjamin Hamar est lui membre de la direction nationale de la CGT. Et Gaëtan Mélin, journaliste économique et social de BFM TV, nous a bien entendu rejoint. Mais commençons avec un indicateur intéressant et inquiétant, en l'occurrence l'évolution des prix de ce qu'on appelle les marques distributeurs. Magali Chalet, on vous écoute. Oui, il s'agit des produits qui sont commercialisés sous le logo d'une enseigne, comme par exemple Auchan, Carrefour ou encore Monoprix. Et ils se distinguent des produits de grandes marques, comme par exemple Panzani ou encore Evian. Et alors que dans la grande distribution, les prix des produits alimentaires sont en baisse de 0,75%, ces produits de marques distributeurs, eux, sont impactés par la hausse des prix des matières premières. Selon les chiffres de l'IRI, c'est un institut d'études spécialisé dans les produits de grande consommation. Regardez, en août, les huiles de marque distributeurs ont augmenté de 0,56%, les salades de fruits frais de plus 2%, les conserves de tomates de 5,5% et les pâtes de 1,42%. Ce sont des hausses qui sont confirmées par d'autres chiffres. Depuis septembre, sur les paquets de pâtes d'1 kilo de marque distributeur, regardez, 5 distributeurs sur 7 ont relevé leurs tarifs. Et sur les huiles végétales, 4 distributeurs sur 7 ont fait de même. Et puis il est à noter que l'enseigne Leclerc, traditionnellement connue pour ses prix bas, a cette fois eu la main plus lourde que ses concurrents. Alors Guénaëlle Gau, comment et pourquoi les marques de distributeurs sont-elles les premières touchées par ces hausses de prix ? Alors moi je suis pas économiste, je peux vous dire ce que perçoivent les consommateurs. Oui. Mais on sait, et vous parlez depuis un moment déjà, en fait, de la hausse des prix des énergies, d'une consommation, et qui, vous savez, l'énergie c'est un petit peu le système sanguin d'une économie. Oui. Et donc quand tout monte, tout s'enflamme, il y a ça. Et puis il y a aussi une reprise. On parle beaucoup de la reprise, et cette reprise elle se fait de manière assez brutale, et donc là forcément aussi ça fait augmenter les prix, donc et ça touche toutes les catégories et tous les secteurs. Gaëtan, on a des explications? Il y a une logique dans tout ça, une logique commerciale si je puis dire. Les prix distributeurs sont généralement les moins élevés, oui. Donc les marges là aussi sont moins élevées, donc lorsqu'un industriel doit pratiquer une augmentation des prix des matières premières sur le prix du produit final, finalement, il va rogner un peu sur sa marge en disant que voilà, il va pas le répercuter tout de suite. Un distributeur, il a moins de capacité de marge. Exactement, puisque sa marge est déjà réduite au plus bas pour pratiquer des prix les plus bas. D'où l'augmentation de ces prix distributeurs finalement. Mais c'est rare ces augmentations justement sur ces. Ce sont des produits d'appel normalement. Ce sont des produits d'appel. On va chez eux pour ça, pour dire. Ce sont des produits d'appel, mais encore une fois, ce sont les prix les plus faibles finalement, avec par rapport à des prix de grandes marques où là encore, je vous le disais, tout est une question de marge. C'est-à-dire que les grands industriels peuvent se permettre de rogner sur les marges pour ne pas impacter le consommateur, alors que le distributeur, finalement, comme sa marge est très réduite, il faut, à un moment ou à un autre, il faut qu'il répercute, en tout cas un tout petit peu, l'augmentation du prix des matières premières qui découle justement de cette reprise économique mondiale. Je reste un peu avec vous, on va découvrir les coûts des matières premières qui visiblement en ce moment explosent. C'est une infographie qu'on va découvrir dans un instant. Alors on les a pas, je vous prie de m'excuser. en gros, huile, sucre, maïs, fruits, ça bouge en ce moment. Pourquoi? Ça va durer? Il y a plusieurs raisons. Il y a la reprise économique mondiale, il y a aussi la sécheresse, il y a les inondations qui ont eu un impact sur toutes ces denrées alimentaires. Et puis encore une fois, il faut aussi prendre en compte l'augmentation du prix des cartons, l'augmentation du prix des transports, l'augmentation du prix des containers. On est face aujourd'hui à une économie où finalement tout augmente. Oui. Donc à un moment ou à un autre, il faut bien arriver à le répercuter sur le produit final. On vous en parle, Benjamin Hamar? Oui, mais en fait... Sur le terrain? Oui. Mais en fait, quand je vous entends parler notamment de ces produits d'appel, c'est souvent des produits qui sont pas forcément les meilleurs pour la santé et qui n'obéissent pas forcément aux normes environnementales les plus poussées. Enfin, franchement, il y a un certain nombre d'études là-dessus. Je pense qu'on peut discuter des normes environnementales. Attendez, on peut pas laisser croire à nos téléspectateurs que les produits qu'ils achètent tous les jours dans ces magasins sont dangereux pour leur santé. Pardon, excusez-moi, il y a un certain nombre d'études du FC Que Choisir sur justement un certain nombre de produits. Et si je peux juste terminer, mon argumentation, moi, je coupe
à toutes les mamans qui nous écoutent, qui vont être paniquées en servant. Non, mais excusez-moi, ces mamans, elles peuvent aller regarder. Il y a un certain nombre d'études du FC Que Choisir et d'autres sur justement un certain nombre de produits. Donc, si je peux finir mon argumentation tranquillement, sans avoir tout le monde qui essaye de me dire que je dis des conneries. En l'occurrence, il y a une chose qui est très très simple. Nous, ce qu'on dit à la CGT, c'est que justement, pour finalement bien consommer, et puis pour finalement ne pas subir de plein fouet justement cette hausse cette hausse des prix, cette hausse de l'inflation, il faut augmenter les salaires. La question, c'est pas forcément de comprimer en permanence les prix, mais c'est d'augmenter les salaires. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est une question de pouvoir d'achat. Oui, et donc l'idée, elle n'est pas systématiquement de dire d'être là sur la maîtrise de l'inflation, elle est de parler d'augmentation de salaire. Et notre problème à nous, à la CGT, ce que nous portons, je comprends bien que ça aille à contre-courant d'un certain nombre de discours, c'est cette augmentation des salaires. C'est là l'alpha et l'oméga. Et si vous avez effectivement des gens qui sont mieux payés, croyez-moi que fatalement, cette augmentation des prix de première nécessité, fatalement, elle est impactée, elle est absorbée autrement. Voilà. Donc la question des salaires, elle est cruciale. Gaëtan, mais vous voulez réagir Alors, juste, non pas sur la question des salaires avec laquelle je sur pense les que produits tout le monde peut être d'accord. Il y a eu des études qui ont été faites justement par Que Choisir ou UFC Que Choisir ou d'autres organisations et qui montrent que certains de ces produits sont vraiment même au-dessus de certains produits industriels. Donc on peut pas généraliser. Ah bon, mais l'augmentation des salaires pour mieux consommer, ça c'est faux aussi? Non, d'accord. Non, mais j'avais l'impression. Ce que je disais, c'est qu'on ne peut pas dire que tous les produits de marques distributeurs sont mauvais pour la santé. C'est important. Par contre, bien consommer, je pense que par exemple, je sais pas, les classes populaires, elles ont droit, par exemple, de consommer de l'agriculture biologique. Bah, évidemment. Elles ont droit de consommer, effectivement. Les choses sont ainsi faites que pour bien consommer, souvent, il faut payer plus cher, à moins que je dise une aberration. Non, vous avez raison de faire le lien avec. Donc, autrement dit, si on veut mieux consommer, il faut payer plus cher et donc il faut augmenter les salaires. Bon, voilà. Donc la question des salaires, c'est la colonne vertébrale, selon la CGT, du sujet. Bon, est-ce que vous êtes soucieuse, en tant que députée de la majorité, de cette question, je dirais, de la hausse des tarifs en ce moment dans l'alimentation? Alors oui, il y a une réelle inquiétude. Hein. C'est vrai qu'il y a une augmentation des tarifs et d'ailleurs vous avez bien expliqué les différentes raisons qu'on peut pas imputer au gouvernement, mais c'est la suite logique de la crise que nous avons traversée, du manque de matières premières et de tout ce que vous avez expliqué précédemment. Maintenant, à nous de trouver des solutions. Donc les solutions, c'est quoi? C'est en effet augmenter le pouvoir d'achat, tout d'abord. Bon, ce qu'on fait quand même et ce que l'on a fait pendant les 4 ans et que l'on va continuer à faire, que ce soit à travers des baisses d'impôts, que ce soit avec des primes supplémentaires, que ce soit avec les augmentations des minimums. Donc c'est fait sur 5 ans. Enfin, je veux dire, les chiffres sont quand même parlants à ce niveau-là. Augmenter les salaires, bon ça c'est du biais de l'entreprise. Hein. C'est pas au gouvernement d'augmenter les salaires, c'est les chefs d'entreprise, mais qui ont quand même passé aussi, là je crois, 2 années difficiles dans différents domaines d'activité. Donc laissons faire aussi un peu le temps et j'ai confiance quand même en l'économie, aux responsabilités de chacun à tous les niveaux et à nous d'être vigilants. Il faut pas fuir par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on le voit dans tous les domaines. Hein, c'est compliqué. Vous savez que les questions de pouvoir d'achat sont présentes en fait en tête de toutes les enquêtes d'opinion qui sont faites. Alors on parle beaucoup d'immigration en ce moment. Ce n'est pas anormal de le faire, mais en revanche, cette question effectivement, en tout cas, du pouvoir d'achat est présente et en constante préoccupation pour les Français. Enfin, pour les Français, j'allais vous dire, c'est naturel. Et pour les gouvernements et pour la majorité également. Je veux dire, quand vous baissez des impôts, les classes moyennes payent des impôts, et bien c'est important. Lorsque vous augmentez l'allocation de rentrée scolaire, c'est important. Lorsque vous augmentez le minimum vieillesse, c'est important. Quand vous augmentez le minimum d'allocation handicapée, c'est important. Donc il faut travailler sur tout ça. Et bon, on le voit aussi à travers le Ségur de la santé, à travers, je vais pas faire tous les domaines d'activité, mais il y a des activités où l'on peut agir et d'autres où l'on ne peut pas. Est-ce qu'on sait ce qu'elle a? Alors, il y a la réalité des chiffres, vous l'évoquiez il y a quelques instants, je vais vous redonner la parole. Puis il y a la perception qu'ont les Français aussi de ces questions relatives au pouvoir d'achat. Qu'est-ce que nous disent les études? Alors, de manière générale, de toute façon, étude après étude, les Français surestiment de beaucoup, en fait, l'inflation. Mais pour revenir à ce qui s'est passé... On surestime l'inflation? Oui, on surestime l'inflation. On surestime... C'est quoi? C'est un trait de psychologie sociale? Oui, souvent. Oui. Donc, tout augmente. Tout augmente et toujours... Donc tout augmente et tout fout le camp. Voilà, il y a
peu, enfin tout fout le camp, non, mais tout augmente en tout cas, oui. Et là, ce qui est compliqué dans la période, c'est qu'on parle souvent en fait de la reprise, par exemple en cas sur les secteurs, mais elle est aussi en cas pour les gens. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que on parle beaucoup des 156 milliards de surplus d'épargne qui pourraient être la solution aujourd'hui pour relancer et pour que la consommation se relance. Mais en réalité, ça concerne le dernier, enfin ça concerne 15% des Français. En revanche, ce qu'on voit dans nos études à l'Obsoco, c'est qu'on a 33% des Français, un tiers, qui nous disent que leurs revenus ont été impactés, voire fortement impactés depuis le début de la crise sanitaire, malgré en fait pourtant des aides assez robustes de l'économie. Et un tiers qui nous dit que leur situation financière va continuer à se dégrader. Et puis on a ceux pour qui la situation au contraire s'est améliorée. Et en plus, ce qui est compliqué par rapport à la consommation, c'est que ceux dont la situation s'est améliorée repensent complètement leur système de consommation. Et leur façon de consommer et redonne des normes sociales, et c'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement les normes sociales, c'est consommer autrement, c'est consommer mieux, et puis de l'autre côté on a des gens dont les contraintes sont extrêmement fortes et qui voudraient se plier aussi à ces normes sociales et qui parfois ont beaucoup de mal, et pour qui le vouloir d'achat sans cesse stimulé en plus, n'est pas du tout raccord avec le pouvoir d'achat. Benjamin Amar, on voyait il y a quelques instants un tableau qui vient d'être publié sur des chiffres officiels par le Trésor français, qui montre qu'il y a eu en fait une augmentation, alors voilà, on la regarde ensemble, du pouvoir d'achat de 8%, et plus 4% pour les ménages les plus modestes, sous ce quinquennat, un bilan redistributif 2017-2022. Alors, quelle est votre réaction? Alors, elle vient de sortir, j'ai fait une émission hier sur une chaîne concurrente. On nous a présenté, on nous a présenté ce rapport, on va le découper, on va le décortiquer, parce que bon, d'abord, excusez-moi, on a déjà eu l'expérience par le passé, parfois de rapports assez opportunément tombés, qui notamment sur les chiffres du chômage, finalement, étaient largement suspects. Donc on va décortiquer le truc. Ce qui est certain, par contre, c'est que donc là vous nous dites j'attends de voir. On attend de voir un petit peu comment tout ceci a été fait. Vous savez, mon expérience de syndicaliste fait que quand on me présente un chiffre, une réalité, on essaie de la mettre en perspective, de bien l'observer pour voir ce qu'on nous raconte. Mais parce que quand même, tout de même, d'abord, moi je veux bien. On s'intéresse au ressenti des Français sur tous les sujets. Et sur tous les sujets, on évoque, quand on questionne les Français... La part d'éléments, on n'est pas dans le ressenti, on est dans la direction du Trésor. Non mais moi je vous donne, là je vous calcule à longueur d'année. Je vous ai dit ce que j'en pensais et on va justement voir un petit peu comment ce rapport vient de tomber. Par contre, sur un certain nombre d'enquêtes d'opinion, quand on interroge les Français, ce qu'ils nous disent a de l'importance. Donc moi, quand j'entends la dernière enquête OpinionWays, ou encore qui nous dit que les Français ont le sentiment d'avoir perdu plusieurs centaines d'euros depuis plusieurs années, quand on interroge la DARES, quand la DARES, qui est quand même un outil statistique sous l'autorité de Matignon, qui demande aux Français combien est-ce qu'il faut pour vivre décemment, et que les Français vous disent il faut 1760 € pour vivre décemment. Quand on sait qu'il y a 25% à peu près du salariat, c'est-à-dire autour de 6 millions de personnes qui gagnent entre le SMIC et 1,2 fois le SMIC, c'est-à-dire des centaines d'euros en moins, ça doit nous interroger. Quand il y a des ONG qui pointent effectivement qu'il y a 1 million de pauvres supplémentaires en France, et quand on a effectivement par exemple le sondage du Secours populaire, le baromètre du Secours populaire, qui là aussi tire la sonnette d'alarme, je pense qu'il faut partir du constat qu'on a un vrai problème. Et quand madame disait quelque chose qui m'étonne quand même, qu'elle nous dit mais le gouvernement finalement il n'a pas la main là-dessus, mais le gouvernement il a la main sur plusieurs outils fondamentaux. D'abord l'augmentation du SMIC en Espagne et en Allemagne pendant la pandémie, alors que ce soit l'année dernière ou là maintenant, on augmente le SMIC dans des proportions considérable. Lorsqu'il y a des aides publiques, on peut justement faire de ces aides publiques quelque chose dans lequel la question salariale, elle est effectivement un élément d'appréciation de l'aide. Quand on demandait ça à monsieur le maire, il disait non, c'est pas possible il y a un an. Monsieur le maire, qui en outre, à la différence de vous, a dit qu'il fallait à tout prix que les patrons augmentent les salaires, en exhortant les patrons à augmenter les salaires. Donc ça veut dire que cette question salariale, visiblement même chez vous, on ne peut pas l'éluder. Et elle est centrale, et elle est justifiée. Valérie Gomez-Bassac vous répond. J'ai pas dit qu'il fallait pas que les patrons augmentent les salaires. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que c'est à eux que ça incombe de le faire. C'est ce qui est tout à fait différent. Évidemment, dans certains secteurs d'activité, il faut le faire. Le SMIC, bien sûr que l'État peut intervenir, il n'y a pas de souci, mais ça incombera quand même aux chefs d'entreprise. Donc il faut que l'activité reparte bien. On est sur une augmentation de la croissance. Il faut qu'il reste quand même fragile. Il faut faire attention. Mais la loi de finances qui va être votée va en ce sens pour, en effet, là je suis d'accord avec vous, pour surtout augmenter tous les minima.
C'est bien le gouvernement qui décide l'augmentation Mais du SMIC. surtout, Parce que moi, je pourrais vous en parler. Je suis reçu chaque année par les experts du SMIC. Qui le paye. Et effectivement, c'est le même disque rayé depuis plusieurs années. Et vous reviendrez pour nous en reparler parce qu'on arrive déjà à la fin de ce débat. Un dernier mot, Gaëtane. Il faut juste bien faire la différence entre le pouvoir d'achat qui est calculé par les institutions et le pouvoir d'achat qui est ressenti par les ménages et qui dépend des dépenses contraintes. Vous savez, ce sont ces dépenses préengagées et qui sont reconduites mois après mois et qui ne font qu'augmenter. Un chiffre pour illustrer dépenses ça. Contraintes, hein. Les dépenses contraintes, en 1960, c'était 13% des dépenses totales. En 2001, c'était 27% et en 2017, c'était 32%. Et plus les ménages sont pauvres, plus ce poids est important. Et c'est ça, aujourd'hui, qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Vous venez de nous donner une clé. Merci beaucoup, les uns et les autres, d'avoir participé à cet éclairage d'actualité.